Bon, il y a un truc à savoir. Macron, il se fâche avec tout le monde, sauf avec les riches et les agriculteurs. Vous le saurez pour votre prochaine manif. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le jeudi 8 janvier et la colère paysanne gronde encore. Depuis plusieurs semaines, les tracteurs sont en marche en région et les agriculteurs croulent sous les motifs d'indignation. En premier lieu, les agriculteurs dénoncent l'accord de libre-échange UE-Mercosur sur le point d'être conclu. Après la bagatelle de 25 ans de négociations, Bruxelles pousse pour obtenir le feu vert des États membres ce vendredi, avec en ligne de mire une signature dès lundi prochain au Paraguay. Malgré l'opposition de la France, ce traité vise à faciliter les échanges commerciaux avec l'Amérique du Sud, ce que les agriculteurs voient d'un mauvais œil. Ils s'inquiètent notamment de voir débarquer en masse sur le marché européen de la viande et des produits agricoles bon marché, ne répondant pas aux normes qui leur sont imposées. Une concurrence déloyale donc, susceptible de tirer les prix vers le bas et d'asphyxier un peu plus les exploitations qui peinent déjà à s'en sortir. Et c'est là qu'on touche au nerf de la guerre. La grande majorité des agriculteurs français ne s'en sort plus. Le métier est évidemment difficile et les rémunérations sont trop faibles et tributaires des politiques notamment européennes. Alors la coupe est pleine et ce depuis un moment. Pour la faire définitivement déborder, il ne manquait plus qu'une crise de dermatose nodulaire contagieuse, cette maladie qui frappe les cheptels de bovins en France depuis plusieurs mois et dont la gestion gouvernementale est vivement dénoncée, notamment en raison de l'abattage de troupeaux entiers. Alors les agriculteurs, ils n'en peuvent plus et ils comptent bien le faire savoir. Et vous savez ce qu'on dit, il vaut toujours mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Alors terminez les manifs et blocages en région. Cette fois, les agriculteurs voulaient protester directement aux portes du pouvoir à Paris. Et c'est mission réussie. Au petit matin, au moins une centaine de tracteurs seraient parvenus à entrer dans la capitale, malgré les avertissements et obstacles divers des autorités. On les a vus à la Tour Eiffel, sous l'Arc de Triomphe et même devant l'Assemblée nationale, autant de lieux interdits par la préfecture de Paris que les agriculteurs sont toutefois parvenus à atteindre sans trop d'encombre. La porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon, a été invitée à réagir ce matin sur France Info. On l'écoute. Maude Bréjon, est-ce que vous avez laissé faire et est-ce que vous allez laisser passer ? D'abord, le gouvernement a toujours été dans le dialogue avec les agriculteurs et avec les organisations syndicales. Je rappelle que le Premier ministre a reçu les organisations syndicales le 22 décembre. Il les a de nouveau reçues cette semaine, le 5 et 6 janvier. Donc, ce dialogue-là, ces échanges-là, cette écoute-là, ça existe. Pour autant, la situation qu'on voit depuis cette nuit, depuis ce matin, n'est pas acceptable. Et donc, sur l'appel à manifester devant l'Assemblée nationale, comme sur les tracteurs qui sont en ce moment même sur la place de l'Étoile à l'Arc de Triomphe, je n'ai qu'une chose à dire, tout ça est illégal, nous ne laissons pas faire et nous ne laisserons pas faire. Il n'y a pas d'indulgence avec les agriculteurs particulièrement ? Il y a un cadre prévu pour les manifestations qui s'applique à tout le monde. Vous déclarez une manifestation, cette manifestation peut être interdite si elle contrevient à l'ordre public, mais en tout état de cause, on a laissé, je pense, avec une forme de bienveillance, en tout cas avec du dialogue, avec de la mesure, les expressions se faire. Mais bloquer partiellement la 13, comme c'est le cas ce matin, ou tenter de venir devant l'Assemblée nationale avec toute la symbolique que ça induit, c'est encore une fois illégal. Et donc, je le redis, le ministre de l'Intérieur ne laissera pas faire. Eh ben, mi-figue, mi-raisin, cette réaction. D'un côté, on est un peu ronchon que les agris n'aient pas suivi les consignes. De l'autre, on affirme que ces derniers bénéficieraient d'une certaine mansuétude de la part des autorités, de la bienveillance et de la mesure, dit la porte-parole. Ce matin, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça change de la tolérance zéro, habituellement réservée aux mouvements sociaux en France. C'était encore le cas lors de l'opération Bloquons tout. Souvenez-vous, c'était en septembre dernier. Mais qu'on soit bien clair, ici, il ne s'agit pas de réclamer la répression d'un mouvement social, ça n'arrivera jamais. Mais force est de constater qu'en France, tous les manifestants ne sont pas logés à la même enseigne. Et quand l'État choisit ses colères acceptables et celles qu'il faut étouffer, ce n'est plus de l'ordre public, c'est du tri politique. D'ailleurs, en 2024, déjà en pleine colère agricole, Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, ne s'en était même pas caché.
marché. Est-ce que les agriculteurs ont le droit de revendiquer ? Est-ce qu'ils souffrent ? Oui, ils souffrent et ils ont le droit de revendiquer. Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer les CRS ? Oui. En tant que ministre de l'Intérieur, à la demande du Président et du Premier ministre, je les laisse faire. Bloquer la circulation, c'est illégal. S'en prendre un établissement public, c'est illégal. Enfreindre la liberté de circuler, c'est illégal. Est-ce que les agriculteurs s'en prennent aux policiers ou aux gendarmes ? Est-ce qu'ils s'en prennent aux bâtiments publics ? Est-ce qu'ils mettent le feu aux bâtiments publics ? Ce n'est pas le cas. Voilà, donc j'ai rappelé, non, ce n'est pas le cas. Enfin, vous avez vu les images à Bordeaux devant la préfecture ? Écoutez, moi, Ils n'ont pas défoncé la grille d'entrée ? Écoutez, moi je suis élu d'un territoire où il y a aussi des agriculteurs. Je suis habitué au coup de sang et légitime de ceux qui souffrent et qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Vous voyez le sens de ma question, c'est le deux poids, deux mesures. Non, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. On ne peut pas comparer les choses. Les agriculteurs travaillent. Et lorsqu'ils ont envie de démontrer qu'ils ont des revendications, le gouvernement est à l'écoute, le Premier ministre fera des annonces demain, il faut les entendre. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Il y a donc, selon des membres éminents du gouvernement, des colères plus légitimes que d'autres, des pauvres qu'on écoute davantage, des gens qui ont le droit de se plaindre, et puis il y a les autres, ceux qu'on réprime à la moindre occasion, qu'on mutile, qu'on criminalise. On pense évidemment aux militants écolos de Sainte-Soline, par exemple, ou aux Gilets jaunes, pour ne citer qu'eux, évidemment. Alors pour avoir un petit peu de bouteille en matière de manifestation, j'en ai vu des tracteurs refoulés par les forces de l'ordre, des opérations de blocage étouffées avant même d'avoir commencé. Or, ce matin, les lignes ont clairement bougé, des barrages policiers ont été forcés, parfois en prenant des risques totalement inconsidérés, reconnaît le ministre de l'Intérieur lui-même. Des arrêtés préfectoraux ont été ignorés. Dans le 16e arrondissement de Paris, des arbres ont même été tronçonnés par les agriculteurs sous les yeux des CRS. Alors imaginez seulement quelqu'un sortir une tronçonneuse ou une hache en manif sans finir en cellule. Je vous rappelle qu'on saisit des couteaux de cuisine dans les camping-cars avant les manifs écolos à toutes fins utiles. Alors, autre fait notable, on en a parlé rapidement, un petit rassemblement s'est même tenu devant les grilles de l'Assemblée nationale sans être menacé ou délogé. C'est pour le moins inédit. D'habitude, les manifestations se tiennent non loin, aux Invalides, mais très rarement devant les grilles du Palais Bourbon. Le tout sans autorisation, d'après ce qu'on comprend, des aveux même de la ministre. Habituellement, il en faut beaucoup moins pour que le pouvoir sorte l'artillerie lourde et les renforts, mais cette fois, aucun problème. Même la présidente de l'Assemblée, la macroniste Yaël Braun-Pivet, pourtant chahutée par certains agriculteurs, se montre philosophe. Ils sont en colère et donc c'est normal que cette colère s'exprime. Moi, j'ai toujours autorisé les manifestations devant l'Assemblée nationale. C'est la maison du peuple. Les Français ont le droit de venir s'exprimer, d'exprimer leur colère devant l'Assemblée. La moindre des choses, c'est que j'aille à leur rencontre. Et vraiment, je le répète, il ne s'agit pas ici de contester la légitimité de la colère paysanne ou d'affirmer qu'il n'y aurait eu aucune répression du mouvement, simplement de constater que les agriculteurs bénéficient d'une certaine bienveillance de la part du pouvoir et de son bras armé. D'ailleurs, signe que cette indulgence ne relève pas du fantasme, certaines figures de la contestation agricole ont elles-mêmes salué la bonne volonté des policiers et des gendarmes à leur égard. C'est pas une critique, j'ai été gilet jaune, j'ai beaucoup de respect pour les gilets jaunes, c'est pas du tout une critique. Mais du fait d'être plus structuré, on est peut-être un peu moins violent et un peu plus coordonné. Donc il y a un peu moins de violence en face. Mais je peux vous dire aussi qu'il y en a qui ont la dent dure avec nous dans les forces de l'ordre. Mais il y en a aussi eu beaucoup à travers la France qui ont tourné la tête. Parce que... T'es pas fier de ce qu'ils faisaient ? Non, mais même qui nous ont aidés. On dira ni où ni qui, mais il y en a beaucoup qui nous ont aidés parce qu'ils sont écœurés. Parce qu'ils ont envie de jeter leurs uniformes. Parce que c'est des mecs qui ont fait ce métier pour protéger le pays, parce qu'ils sont patriotes, parce qu'ils croient à ce que chacun a envie de croire. Et là, ils savent qu'en fait, ils trahissent leur pays. Ils savent que la souveraineté alimentaire, c'est l'intérêt majeur de la nation. Moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'on n'aurait même pas le droit de faire au nom de la souveraineté alimentaire. Alors, dans leur malheur, les agriculteurs ont le vent en poupe, c'est ce qu'on comprend, et pas seulement auprès des forces de l'ordre. La majorité des Français les soutient sans sourciller. Certains sondages évoquent jusqu'à 90% d'avis positifs. Même lors des grandes crises, comme en 2024, leur popularité reste intacte ou quasiment. On en connaît qui doivent saliver en voyant ça.
Aujourd'hui, donc, les agriculteurs bénéficient d'un solide soutien populaire. Ça n'a pas été toujours le cas. Entre les années 80 et 2000, leur image était un peu ternie. Des critiques ont émergé, notamment liées à leur impact environnemental. Mais depuis 2010, le vent a tourné. Leur colère est désormais perçue comme légitime, portée notamment par les difficultés économiques et climatiques. Ils sont vus comme des symboles de travail, de tradition et de ruralité, comme les gardiens de l'alimentation française. Et même si les agriculteurs sont minoritaires dans la population, il n'en reste pas moins qu'ils pèsent lourd, symboliquement et politiquement, surtout dans les zones rurales. Emmanuel Macron sait parfaitement qu'une répression du mouvement serait perçue comme un affront à la France profonde et qu'elle pourrait coûter très cher en capital politique. Surtout que Macron est un peu dans l'impasse. La colère des agriculteurs français risque de s'intensifier avec la ratification imminente du traité UE-Mercosur. Le chef de l'État l'a compris, enfin du moins on l'espère. Il n'y a que des mauvais choix qui s'offrent à lui. Soit la France continue à s'opposer au texte et donc à s'isoler au sein de l'Union européenne, faute d'avoir pu rallier une minorité de blocage et donc peser réellement sur l'adoption. Autre option, Macron peut tenter un virage à 180 degrés et soutenir en dernière minute l'accord de libre-échange, en prétextant par exemple qu'il aurait obtenu des garanties suffisantes de la part de Bruxelles. D'ailleurs, cette théorie n'est pas des plus fantasques. Pour un libéral comme Macron, signer ce genre de traité de libre-échange est tout à fait naturel, évidemment. D'ailleurs, le président a régulièrement tergiversé et changé d'avis sur la question. Dernièrement, il a finalement décidé de s'y opposer, légèrement contraint et forcé par les agris. En tout cas, quelle que soit l'option, l'avenir s'annonce maussade pour Emmanuel Macron avec ce dossier. Alors autant laisser penser aux agriculteurs qu'on est de leur côté et qu'on défend leurs intérêts. Après tout, avec un peu de chance, la prochaine fois, ils mettront le cap sur Bruxelles et pas sur Paris. La stratégie d'Emmanuel Macron a de toute façon été maladroite de bout en bout. D'abord, il a tenté de rassurer les agriculteurs en négociant quelques concessions avec l'UE sur la PAC, sur les clauses de sauvegarde ou la limitation des importations de viande, mais cela s'est avéré largement insuffisant. Eux veulent le blocage du traité. Il a donné l'illusion que la France pourrait à elle seule s'opposer à un traité négocié depuis 25 ans, tout en le diabolisant, alors qu'il reste favorable à certaines filières de l'économie française. Le président s'est piégé lui-même en voulant à la fois calmer la colère des paysans et afficher sa fermeté. Il a créé des attentes irréalisables, tout en laissant filer l'opportunité de jouer un rôle stratégique à l'échelle européenne. Et pendant que les agriculteurs accumulent les motifs de colère, Emmanuel Macron navigue, lui, à vue, oscillant entre opposition et compromis, tergiversant au gré des vents politiques. Opportuniste, il essaie tant bien que mal de ménager la chèvre et le chou. D'un côté, il veut rassurer les agriculteurs pour éviter l'escalade. De l'autre, flatter Bruxelles pour ne pas perdre la face et évidemment sauver sa crédibilité. Mais chaque recul, chaque hésitation nourrit le sentiment qu'il ne décide pas vraiment, qu'il subit plutôt qu'il ne gouverne. Et d'ailleurs, ce constat est très loin de se limiter au dossier agricole. En tout cas, vu la tournure que prennent les événements, il y a fort à parier que la colère des agriculteurs ne s'éteigne pas de sitôt et même qu'elle monte en puissance dans les prochaines semaines. Reste à voir si le pouvoir se montrera toujours aussi compréhensif. Et avant de passer au reste de l'actualité du jour, le média a un message pour vous. Depuis plus de 8 ans, nous tenons bon dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, nos plus de 25 travailleurs et travailleuses écrivent, enquêtent, filment, montent. Chaque jour, ils et elles mènent la bataille de l'info. Mais pour tenir, nous avons besoin de vous. Notre antenne, notre histoire, c'est vous qui la faites vivre. Alors aidez-nous à continuer à vous informer et à créer un paysage audiovisuel plus juste, plus social et plus solidaire. Abonnez-vous ou faites un don défiscalisé aux médias. Toutes les infos sont sur notre site internet et grâce à vous, le combat pourra continuer.
Vous avez peut-être vu passer ces photos et vidéos de livreurs Uber Eats à vélo sous la neige, partis livrer des clients sous un froid glacial et sur des routes impraticables. Ces derniers jours, les commandes ont explosé. Les gens, évidemment, ne voulaient pas sortir de chez eux pour faire les courses à cause du froid et ont donc eu la bonne idée de faire appel à ces travailleurs déjà précaires, des conditions de travail très difficiles, voire dangereuses, avec notamment le risque de chuter. Même chose pour les chauffeurs VTC. Lundi, un chauffeur Hitch est mort noyé alors qu'il effectuait une course pour un client. Il a fait une sortie de route et a chuté dans la Marne. Ce drame rappelle la précarité des chauffeurs et des livreurs qui doivent parfois travailler coûte que coûte malgré les conditions. Ce midi, mes collègues du Journal des Luttes recevaient Khaled. Il est chauffeur VTC et il dénonce l'attitude des plateformes et la responsabilité de l'État. Je vous propose de l'écouter. Les chauffeurs sont conscients aujourd'hui qu'ils sont de la chair à canon pour les plateformes. Et l'illustration de tout ça, c'est la mort de notre collègue qui est mort dans des conditions affreuses. Parce qu'il faut dire les termes. Il est mort noyé. On ne connaît pas à ce jour son prénom. On ne connaît pas s'il avait une famille. On ne sait rien du tout. On sait juste que c'est un chauffeur qui est mort. Mais vu qu'il y a 130 000 chauffeurs en France, pour eux, c'est juste un numéro. C'est, allez, au suivant. Samedi, on va ramener une gerbe de fleurs. Et quand on va la ramener, cette gerbe de fleurs, on aimerait connaître le prénom de notre camarade qui est mort. Parce que on ne peut pas mettre un numéro. On ne peut pas dire c'est un tel, un chauffeur. Il ne s'appelait pas chauffeur. Il ne s'appelait pas chauffeur de Hitch ou chauffeur de Uber. Peu importe. Il avait un prénom, il avait une identité, il a une histoire, ce monsieur. Et on doit l'honorer. Pour nous, c'est un martyr. Les discussions sur le budget 2026 ont fait leur retour aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et devinez qui pourrait bien revenir lui aussi ? Le 49.3, évidemment. Vous commencez à bien le connaître. C'est l'article qui permet au gouvernement de faire adopter un projet de loi sans qu'il soit voté. Le 19 décembre, la commission mixte paritaire n'était pas parvenue à s'accorder sur une version du texte. Le budget n'avait donc pas pu être adopté avant le 31 décembre. Et c'est une loi spéciale qui permet aujourd'hui de reconduire les impôts de 2025. C'est donc une nouvelle lecture qui commence à l'Assemblée, mais une majorité des députés jugent ce texte invotable et donc l'hypothèse du 49.3 est de plus en plus crédible. Interrogée sur RTL ce matin, la ministre de l'Action et des Comptes publics, Amélie de Montchalin, n'a en tout cas pas écarté l'idée d'y recourir. On écoute. Moi, je n'exclus rien qui puisse donner un budget à la fin aux Français. Et le Premier ministre est d'accord avec vous ? Vous en avez parlé avec lui ? Le Premier ministre a pris un engagement, c'est de donner d'abord tout le pouvoir au Parlement pour en définir le contenu. Mais in fine, s'il faut en passer par le 49.3, il n'est plus braqué. Non mais in fine, il faudra qu'il y ait un budget pour la France. Mais moi, je vous le dis avec beaucoup d'amitié, toutes les questions qui nous sont posées maintenant sur la méthode pour avoir un budget, au font l'impasse sur le cœur du sujet. Si vous n'avez pas d'accord politique, oui, eh ben, il n'y aura pas de budget. Bruno Retailleau, le président des Républicains et ancien ministre, appelle lui aussi le gouvernement à, je cite, avoir le courage de faire un 49.3. On rappelle quand même qu'en octobre, Sébastien Lecornu s'était engagé auprès du PS notamment à ne pas l'utiliser. Et en politique toujours, un petit mot pour vous signaler que Sarah Knafo est désormais candidate à la mairie de Paris. On l'a appris hier. L'eurodéputée du parti d'Éric Zemmour, Reconquête, a eu les honneurs du 20h de TF1. Elle s'est dit prête à travailler avec Rachida Dati. On aura évidemment l'occasion d'en reparler au cours des prochaines semaines. Et pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus, on avait consacré déjà un épisode du récap à son sujet. La police de l'immigration tue une femme à bout portant. Ça s'est passé hier aux États-Unis, à Minneapolis, la capitale du Minnesota, et la ville où George Floyd a été tué en 2020. Sur cette vidéo filmée par un témoin et diffusée par plusieurs médias américains, on voit les agents de l'ICE, la police de l'immigration, s'approcher d'une voiture. L'un d'eux ordonne à la conductrice de descendre et tente d'ouvrir la portière, mais elle semble commencer à repartir. C'est
C'est là qu'un autre agent tire à 3 reprises, quasiment à bout portant, et la tue. La victime, Renée Nicole Good, 37 ans et mère de 3 enfants, était une habitante de Minneapolis. Alors forcément, l'administration Trump rejette toute responsabilité. Pour lui, c'est la faute de la gauche, pour changer. Sur son réseau social, il écrit « Si ces incidents se produisent, c'est parce que la gauche radicale menace, agresse et prend pour cible quotidiennement nos forces de l'ordre et les agents de l'ICE. » Le ministre américain de la Sécurité intérieure, lui, donne sa propre version des faits. Des émeutiers auraient bloqué les forces de l'ordre et la conductrice aurait essayé de tuer l'agent en le renversant avec sa voiture. C'est là que, je cite, craignant pour sa vie, pour celle de ses collègues et la sécurité du public, il a tiré des coups de feu en état de légitime défense. Ça nous rappellera toutes les affaires de violences policières. Évidemment, ce n'est pas ce que montrent les images. Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a qualifié cette version de connerie et a ordonné à la police de l'immigration de quitter la ville alors qu'environ 2000 agents y sont mobilisés. Et j'ai un message pour ICE. Foutez le camp de Minneapolis. Nous ne voulons pas de vous ici. Vous prétendez être là pour assurer la sécurité de la ville, mais vous faites exactement le contraire. Ces images ont provoqué une vague d'indignation aux États-Unis. Le maire de New York, Zohran Mamdani, a déclaré que New York était solidaire des immigrants aujourd'hui et pour toujours. Et des rassemblements ont eu lieu dans tout le pays. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a fait de la lutte contre l'immigration clandestine l'une de ses priorités. Plusieurs personnes sont mortes ces derniers mois en tentant d'échapper au contrôle. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas que l'indépendance a un coût. Alors si vous avez envie et la possibilité de nous donner un coup de pouce, n'hésitez pas à vous abonner aux médias ou à faire un don défiscalisable sur notre site internet. Vous pouvez aussi parler de nous autour de vous et nous suivre et nous partager sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, en attendant un canal TNT, retrouvez-nous sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.